Jacques qui va prendre la parole pour cette séance de clôture qui est intitulée « La démondialisation, un projet démocratique, progressiste, écologiste, humaniste et universel ». Donc un exposé de Jacques, un petit moment d'échange, et puis après Jacques aura à nouveau le dernier mot avant d'aller prendre l'apéro vers 7h15. Voilà, à toi Jacques. Bien, chers amis et camarades, finalement, après cette université d'automne qui a atteint parfois des sommets dans la réflexion, qui a mis en ébullition un certain nombre d'entre nous, si ce n'est d'ailleurs la totalité d'entre nous, on peut se poser la question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, nous, le Pardem? Nous nous situons dans la filiation, dans la tradition, dans la trajectoire des mouvements d'émancipation humaine et sociale. Si le Pardem avait existé en 1789, il est probable que nous nous serions trouvés aux côtés des sans-culottes et plus probablement du côté des Jacobins et de Robespierre. Si nous étions en 1830, nous aurions participé aux Trois Glorieuses pour combattre Charles X. En 1848, nous serions descendus dans la rue pour mettre en place la Deuxième République. En 1871, nous aurions été des communards, peut-être fusillés. Eh oui. Et déportés. Si en 1934, nous aurions été dans la rue pour défendre la République contre les ligues fascistes, et en 1936, nous aurions participé au Front populaire et aux brigades internationales en Espagne. Entre 1939 et 1945, nous aurions été dans la résistance, aux côtés des communistes et aux côtés des gaullistes. Et puis, en 1968, nous aurions occupé les usines, nous aurions défilé, nous aurions lutté. Bref, tout ça pour dire que le Pardem n'est pas né de nulle part. Il se place sur une trajectoire historique, ce qui signifie que notre temps est le temps long. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Les communards disaient qu'ils voulaient, tu vas me rappeler la formule exacte, aller monter à l'assaut du ciel. Genre, je devrais connaître ça absolument par cœur. Les communards disaient qu'ils voulaient monter à l'assaut du ciel. Ben, nous sommes dans cette perspective, c'est-à-dire que nous savons très bien que la transformation des sociétés dans le sens du mieux pour le peuple, ça prend du temps. Et qu'il faut passer par des étapes, il faut passer par des épreuves de toutes sortes, qui peuvent être, heureusement, des moments d'enthousiasme, mais aussi parfois des moments plus difficiles. Nous avons rompu avec la gauche, parce qu'il ne faut pas confondre les mouvements d'émancipation sociale et humaine avec la gauche. Historiquement, la gauche a coïncidé pendant un certain nombre de moments de l'histoire avec cette histoire de l'émancipation humaine et sociale. Mais depuis un certain nombre d'années, en France et ailleurs, ça ne coïncide plus. La gauche, dans une grande partie, et si ça n'est d'ailleurs, si ce n'est de manière générale, il faudrait voir s'il existe des exceptions, mais sur tous les continents, les partis qui se qualifiaient de gauche sont depuis maintenant un grand nombre d'années
se sont alignés sur les politiques néolibérales, c'est-à-dire des politiques que l'on pouvait qualifier de droite. Cette situation, évidemment, nous navre parce que nous-mêmes, la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, sont issus de la gauche. Nous avons été communistes, socialistes, trotskistes, de différentes sensibilités de gauche. Nous avons rompu avec la gauche parce que désormais, de manière historique, la gauche ne coïncide plus avec ce mouvement profond d'émancipation sociale et humaine. Si un jour il y a réconciliation, c'est-à-dire si la gauche véritablement se remet à lutter réellement pour l'émancipation sociale et humaine, on pourra reconsidérer cette appellation. Mais disons que ça ne sert plus à rien, sinon à entretenir la confusion. Et donc, ce qui compte, ça n'est pas le petit drapeau qu'on agite, je suis de gauche, ça ne veut plus rien dire. Ce qui compte, c'est les actions, les actes concrets, réels, qui participent à l'émancipation sociale et humaine. Parce que cette lutte, elle continue, elle existe, quoi que fassent, quoi que disent les partis se prétendant de gauche ou non. Ce qui compte pour nous, c'est ça, c'est le mouvement de l'émancipation sociale et humaine. Ça n'est pas les étiquettes qui aujourd'hui sont totalement dévalorisées. Nous avons donc fait un choix qui est clair. Et on le voit aujourd'hui qui est confirmé. Parce que regardez le délabrement de la vie politique française avec ce nouveau pouvoir qui est un pouvoir qui émane directement de la haute finance et qui arrive à se présenter comme à la fois de gauche et de droite. Ça n'est plus le ni gauche ni droite du Front National, c'est à la fois de droite et de gauche. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ces catégories vieillissantes, obsolètes de droite et de gauche? Terminons une bonne fois pour toutes avec ces vieilleries. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est le mouvement de la lutte, le mouvement de la population, le mouvement du peuple pour son émancipation, pour son auto-organisation, en effet. Et ce qui compte, ça n'est pas de dire qu'on est de gauche ou qu'on n'est pas de gauche. Ce qui compte, c'est d'agir au service des classes populaires, au service du peuple. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est la défense des intérêts des ouvriers, des employés, des classes populaires, contre leurs exploiteurs, contre les capitalistes, contre l'oligarchie. Mais soyons précis, nous n'allons pas diluer, changer le nom des choses. Nous luttons contre le capitalisme. Et c'est ça qui compte. La gauche ne le fait plus. Si vous faites l'inventaire des forces politiques aujourd'hui, le Parti communiste, il a vécu français, il a vécu la chute de l'URSS comme la fin de son espérance. Et il considère, sans le dire évidemment, parce que ce ne sont pas des choses que l'on peut dire, mais il a accepté cette défaite. Et il considère que le capitalisme est installé définitivement et que le socialisme est évacué tout aussi définitivement des perspectives. Sans parler des socialistes, évidemment, qui ont fait une grande substitution entre socialisme et Europe. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné le socialisme il y a déjà longtemps, mais comme il fallait continuer à avoir une perspective historique, ils ont remplacé le socialisme par l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Pour eux, pour les socialistes,
l'Europe présente la nouvelle perspective historique, quelle qu'elle soit. Et donc, on voit aujourd'hui, avec les continuateurs des socialistes, ceux qui veulent remplacer les socialistes, avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, nous sommes dans une nouvelle forme politique, bien entendu, une nouvelle rhétorique politique. Mais sur le fond, c'est la même chose, c'est-à-dire une acceptation globale du système, même si les apparences peuvent donner, visent à donner l'impression inverse. Alors, donc, notre avenir, nous, Pardem, Parti de la démondialisation, petite force politique, c'est ce temps long. Et ce temps long, il existera toujours. Quoi que nous devenions, quoi que deviennent les partis actuels, il y aura toujours à la fois des forces qui existent dans la société et la nécessité de ce combat. Donc pour nous, si vous voulez, on pourrait se dire, ben, l'avenir, on n'a pas de problème de chômage. On aura toujours du boulot pour les années à venir. Notre avenir est assuré. C'est le plein emploi dans ce domaine-là. Alors, mais c'est quoi le combat pour l'émancipation sociale et humaine? C'est quoi notre combat? Le combat pour l'émancipation sociale et humaine, en fait, il y en a 4. Ce sont des luttes. 4 qui doivent se combiner en permanence. C'est d'abord, en premier lieu, le combat social. Le combat social parce que c'est une question de survie pour les classes populaires. Si les classes populaires ne luttent pas pour leur salaire, pour le logement, pour l'éducation, pour la santé, pour les conditions sociales, comme les retraites, les conditions de travail, mais elles sont mortes, elles reviennent au XIXe siècle, c'est-à-dire avant la période de l'organisation du mouvement ouvrier. Et donc, les luttes sociales sont décisives. Parce que si on perd sur les luttes sociales, on perd sur tout le reste. Hein. Si on n'est pas capable de défendre ces conditions de vie, on ne peut pas prétendre mener les autres combats et aboutir à la transformation de la société. Donc nous, le premier combat, c'est le combat social. Le combat social, c'est la défense des revendications d'abord des classes populaires. Ça, c'est l'essentiel et c'est notre combat. Nous devons continuer dans le principe. Nous sommes évidemment pour le combat social. Mais après, il faut voir comment on s'y prend. Le deuxième combat qui vient tout de suite après, c'est le combat idéologique. Le combat idéologique, le combat théorique, c'est le combat des idées, donc. Pourquoi? Parce que la domination de nos adversaires ne se fait pas seulement par la contrainte, par la violence, par la menace. Elle se fait également par les idées. Et on peut même dire, désormais, principalement par les idées. Dans nos sociétés, bien sûr, hein, dans un pays comme la France. Ce n'est pas la répression, même s'il y a de la répression syndicale. Petite parenthèse, hein, la révolution néolibérale a conduit à environ, quand on regarde les chiffres du ministère du Travail, à une épuration sociale dans les entreprises, dont ont été victimes principalement les militants communistes et de la CGT. Les délégués syndicaux, c'est entre 12 et 16 000 licenciements par an depuis des années et des années. Donc il y a la répression, il ne faut pas se masquer cet aspect des choses, mais ce qui domine, ce n'est pas la répression, ce qui domine, c'est la guerre idéologique. La guerre idéologique qui a pris une ampleur tout à fait particulière avec la vague néolibérale de la fin des années 60 et du début des années 70. La fin des années 60, ça n'est pas un hasard, parce que les années 60, c'est quoi? C'est l'existence d'un camp socialiste qui n'a pas encore
donner de signes patents de déclin. C'est les mouvements de décolonisation qui affaiblissent le capitalisme international, et ce sont les luttes sociales énormes dans les pays capitalistes, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis même, le Japon, qui imposent une baisse des profits, qui imposent des avancées pour les travailleurs dans les entreprises. Et donc, face à cette conjonction de forces, le poids des pays socialistes qui bloquaient le développement du capitalisme et qui privaient de gisements de profit les firmes multinationales, la décolonisation et les luttes syndicales font qu'il fallait reprendre la main. C'est le début de la mondialisation néolibérale. La mondialisation dont nous parlons, c'est ça la mondialisation. C'est un projet politique des classes dirigeantes de la triade Japon, Europe, Amérique du Nord, qui a décidé de reprendre la main pour redresser les profits, pour rediscipliner le salariat. Ça, il faut le comprendre, rediscipliner le salariat. Toutes les opérations de délocalisation, le chômage, tout ça est volontairement organisé. La diminution de la taille des entreprises, la précarisation du salariat, ce sont des opérations politiques pour affaiblir le salariat, le diviser, le fragiliser, l'atomiser. C'est ça la mondialisation néolibérale. C'est donc un projet politique des classes dirigeantes internationales. Mais ça, nous ne sommes pas nombreux à développer ce genre de réflexion. Les gens n'y croient pas, les gens ils sont spontanément plutôt gentils. Ils ne voient pas les objectifs politiques qui sont menés par les classes dirigeantes. Ils ont tendance à oublier que le capitalisme industriel, à ses débuts, a été particulièrement sanglant pour les enfants que l'on faisait travailler, pour les femmes, pour les travailleurs. Ils oublient, les gens, que ceux qui ont commencé à lutter ont été massacrés, les communards, on en a parlé. Donc nous avons affaire à une classe sociale, les capitalistes, qui ne rigolent pas. Et donc, il ne s'agit pas de rigoler non plus, parce que nous devons savoir à qui nous avons affaire, et nous donner les moyens de faire avancer les choses. Donc, cette guerre idéologique, déclenchée après 1968, a submergé la gauche. Nous faisions partie, pour beaucoup d'entre nous, des forces de gauche. Nous n'avons pas vu, on ne nous a pas expliqué ce qui se passait. Les choses se sont faites sans qu'on les comprenne. Et on se réveille des années après, en se rendant compte de ce qui a été fait, sans avoir, sur le moment, été averti, prévenu. Donc il y a eu un désarmement intellectuel de la gauche. Nous ne voulons pas réarmer intellectuelle la gauche, qu'elle se débrouille. Ça ne nous intéresse plus. Si elle évolue, tant mieux. Nous ferons des choses avec elle. Mais nous n'en sommes plus là. Nous voulons réarmer intellectuellement, politiquement, idéologiquement le peuple. Tout le peuple. Et les organisations que le peuple peut se donner. C'est ça notre combat idéologique. Le deuxième combat, après le combat social, après la lutte sociale, il y a la lutte idéologique qui consiste à désarmer, déconstruire toutes les idées qui sont développées par les classes dominantes pour occuper les esprits. C'est le virus néolibéral. Le virus qui est introduit dans les cerveaux. Eh bien, nous faisons de la chirurgie. Nous opérons
à cerveau ouvert en quelque sorte, pour retirer ce virus des esprits, ce virus néolibéral. Et les virus, hein, c'est comme en médecine, hein, il y a des listes, on connaît les virus, ils ont des noms, ben, on les connaît nous aussi. Hein. Il y a le virus, aujourd'hui quels sont les virus néolibéraux les plus en vue? Ben, c'est la compétitivité, par exemple. Donc voilà un virus sur lequel il faut taper très fort pour l'éradiquer. Et puis, il y a le virus sur la dette publique, l'endettement public. Et puis, il y a le virus sur les exagérations sociales, les gens paresseux qui ne travaillent pas, qui prennent des congés maladie à tire-larigot alors qu'ils ne sont pas malades. Enfin bref, on voit toutes ces tentatives qui sont effectuées. Donc, nous, le combat idéologique. Le combat idéologique, j'y reviendrai dans un instant. Et puis le troisième combat, c'est le combat politique. Le combat politique se distingue du combat idéologique. Évidemment, tout cela est lié. Mais le combat politique, c'est le combat entre les partis politiques. C'est le combat qui consiste à établir des rapports de force entre les partis politiques. Et nous devons être dans ce combat, évidemment, parce qu'une fois qu'on a mené la lutte sociale, une fois qu'on a mené la lutte idéologique, ça doit se traduire politiquement, c'est-à-dire par une avancée de nos programmes par rapport aux autres. C'est le rapport de force politique. Les partis politiques ont des programmes, ont des stratégies. Nous nous heurtons, nous nous combattons et nous faisons avancer notre programme, nos idées, en déconstruisant celles de nos concurrents. Et puis, le dernier combat, c'est le combat électoral. Le combat électoral, nous avons commencé à le pratiquer. Alors bien sûr, nous sommes partis peut-être un peu tôt, on en a parlé, avec peu de moyens. Mais il faut nous reconnaître ce courage, parce que dans une discussion en aparté, un camarade disait que le combat électoral, quand on se ramasse une gamelle, il y en a qui ne se relèvent pas. Il y a des gens qui sont accablés, démoralisés, etc. Ben oui, d'accord, c'est vrai. Mais on a pris ce risque. On a pris ce risque parce que la cohérence d'ensemble est quelque chose auquel on tient. On ne peut pas afficher des ambitions sans avoir une cohérence totale et permanente. Or, qu'aurait signifié tout le travail que nous avons fait, notamment sur le programme, et en même temps de ne pas aller aux élections? Ben, ça n'avait ni queue ni tête. En même temps, nous savions très bien que le comportement des électeurs, c'est de soutenir, d'aller, surtout dans les périodes de confusion politique et intellectuelle, comme nous en connaissons aujourd'hui, vers les forces qui donnent l'impression d'être en ascension. Et donc les citoyens se disent, ben, autant voter pour ceci ou cela, puisqu'ils donnent l'impression d'être en position de force ou d'avancer. Donc au lieu de donner ma voix à des petits partis, à disperser mes voix, je vais voter pour M. Mélenchon, France Insoumise. Ça, il faut casser cette façon de voir les choses. Parce que c'est le meilleur moyen de figer la situation et d'empêcher toute transformation, toute évolution du paysage politique. Parce que si on est convaincu qu'un programme est pertinent, c'est pour les candidats qui défendent ce programme qu'il faut voter. Parce que si on vote pour d'autres, ben on est certain que ça ne fonctionnera jamais. Si on croit que, après tout, il faut voir
donnons-leur la chance, c'est ce qu'on entend dire. On va leur donner leur chance. On n'a jamais essayé. Mais non, ça ne marche pas. Il faut arrêter avec ce raisonnement qui ne vaut rien. Ça ne vaut rien comme raisonnement. Parce qu'on peut savoir à l'avance ce que vont faire les candidats et les partis politiques. C'est quand même pas très compliqué. Il suffit d'observer, d'analyser certains critères simples que tout le monde peut faire. D'où sortent leurs dirigeants? Ils sortent d'où? Est-ce qu'ils ont travaillé dans leur vie? Est-ce que c'est des apparatchiks politiques? Est-ce qu'ils ont eu une activité syndicale, sociale, au service du peuple? Est-ce qu'ils ont témoigné d'un dévouement à l'intérêt des citoyens? C'est facile à vérifier. Quel est leur patrimoine? Voilà, c'est des choses simples. Et on peut éliminer comme ça tout de suite un certain nombre de gens. Et puis, il y a ensuite les programmes politiques, très simples. C'est très simple. Où il y a un programme, où il n'y en a pas. Parce qu'on a observé quand même, parmi les temps qui courent, ces derniers temps, que finalement, un programme politique, ce n'est pas forcément obligatoire. Il suffit d'avoir un personnage spectaculaire qui va jouer la comédie dans la politique spectacle, et puis donc on va pouvoir voter pour les meilleurs comédiens. En fait, c'est les Oscars. On va remettre, les élections, c'est les remises d'Oscars, et le type qui a été le meilleur comédien aura l'Oscar, c'est-à-dire le poste de député, de ceci, de cela. Mais sans pouvoir, en fait. Tout ça, c'est un rideau de fumée. Alors, facile à vérifier dans les programmes. Il en existe, il n'en existe pas. S'il n'en existe pas, on va voter pour des gens qui n'ont pas de programme et qui se présentent aux élections. Ça n'est pas sérieux. Même si le type, il a une grosse cote, les sondages lui donnent des pourcentages énormes, mais il n'a pas de programme. Ben, on ne va pas voter pour lui. On va plutôt voter pour quelqu'un qui est peut-être un parti qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup de soutien, mais qui a un programme qui paraît sérieux. Ben, oui, il faut dire ça aux citoyens, et que c'est plus efficace de voter à moyen et long terme, mais même à court terme d'ailleurs, pour ceux qui ont un programme. Donc, pour les dernières élections, entre notre programme et les programmes des autres partis, il n'y avait pas photo. Nous n'avons pas pu faire connaître, d'abord notre programme n'était pas complet, et puis on n'a pas pu, on est parti tard, et on n'a pas pu mener la campagne que nous voulions sur le temps nécessaire, avec les moyens limités que nous avions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se lamenter, même si nous n'avons pas eu le soutien que nous attendions. Et ce combat-là, nous allons le continuer. Alors, ces 4 combats, social, idéologique, politique, électoral, doivent être menés en même temps. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas, nous, dans l'état où nous sommes, nous, partis de la démondialisation, mener avec la même intensité ces 4 combats, c'est l'évidence même, au niveau national, comme au niveau des départements. Il faut donc que l'on fasse des choix, qu'on soit présent sur les 4 registres. Mais l'intensité ne peut pas être la même pour chaque lutte. La lutte sociale, on ne peut pas la mener de manière efficace parce que nous ne sommes pas tout simplement assez nombreux. La seule chose que l'on peut faire, c'est d'exprimer notre solidarité, notre soutien aux luttes sociales, être présent au niveau national, nous exprimer quand il y a des luttes pour soutenir ceux qui luttent. Ce n'est pas parce que des gens luttent que la lutte est nécessairement positive, va dans le bon sens, etc. Attention, il y a des... Là, donc il faut regarder aussi. Hein. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus que cette attitude. Sur la lutte idéologique,
c'est certainement notre point fort. Nous avons des atouts en la matière. Nous avons des atouts et il faut les faire valoir. Donc, nous avons là une intensité particulière à donner au débat d'idées et au combat d'idées. Le débat et le combat d'idées. Et puis, la lutte politique aussi, nous pouvons le faire, parce que la lutte politique, au niveau national, hein, la lutte politique, ce sont des textes, ce sont des prises de position. Ça ne nécessite pas nécessairement d'avoir des bataillons de militants. On peut mener la lutte politique de manière assez simple. Et puis, la lutte électorale au niveau national, elle n'est pas facile pour nous, parce que les élections nationales, c'est la présidentielle, c'est les européennes. Mais pour la présidentielle, notre perspective, c'est d'essayer de remettre le couvert. Ces 4 luttes, quelles sont les conditions de réussite? Essayons de réfléchir aux conditions de réussite de notre projet. Sur la lutte sociale, donc, je viens d'en dire un mot au niveau national, on peut parfaitement améliorer, c'est ce que nous faisons, hein. Régulièrement, on soutient, on peut se déplacer pour soutenir des luttes. Mais il faut le faire au niveau des départements, des fédérations. Ça, c'est crucial. Et là, on peut le faire dans certaines fédérations. Autrement dit, il faut se diriger vers un parti dans lequel il y aura, dans les départements, des militants qui pourront agir sur les luttes sociales, c'est-à-dire développer soi-même des luttes, soi-même en tant que parti politique. Aujourd'hui, il y a des sujets, hein, ce n'est pas les sujets qui manquent. Il y a des fermetures d'entreprises, il y a des problèmes de désertification médicale, des fermetures de lignes SNCF, il y a les problèmes de financement des communes. Il y a toute une série de sujets sur lesquels nous pouvons prendre l'initiative à deux dans un département. On peut prendre des initiatives de lutte sociale. Il n'y a pas que le lancement de luttes sociales, il y a le soutien des luttes existantes. Il faut aller, dès qu'il y a des luttes sociales qui nous intéressent, qui vont dans le bon sens, il faut y aller. Il faut que les militants prennent position. Nous avons des listes électroniques dans chaque département, avec des centaines et des milliers de gens inscrits. C'est l'instrument qu'il faut utiliser, que nous n'utilisons pas. C'est pas vrai, on ne l'utilise pas, on a des outils qu'on n'utilise pas. Il faut les utiliser. Ça, c'est une condition de réussite. Pour témoigner du soutien, annoncer, lancer des pétitions, aller faire des choses. On peut faire beaucoup de choses à deux. Ça, c'est crucial, parce que c'est pas seulement instrumental, c'est-à-dire faire apparaître le parti, rencontrer des gens, mais c'est aussi ça. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est à la fois le moyen de résoudre des problèmes des salariés, des citoyens, mais c'est en même temps le moyen d'apporter une perspective politique, des idées politiques, qui ne pourront qu'encourager, qu'améliorer la compréhension des citoyens en lutte sur les enjeux, les obstacles, par où on peut passer. Et puis ça fait connaître les militants vont rencontrer de nouvelles personnes, ça fait connaître le parti. Ça, la condition de réussite de notre projet passe par ça. Et là, c'est dans les départements. Il faut se remuer, parce que c'est mou, à part dans quelques cas. Donc ça, il faut vraiment, on va en reparler sérieusement demain matin. Si on prend la lutte idéologique, ce que croient, ce n'est pas seulement un problème particulier au Pardème, mais ce que croient les militants en général, c'est que la lutte idéologique, c'est une question trop compliquée pour eux. Et que, donc, ça ne peut se faire qu'au niveau national.
Donc ce sont les têtes pensantes des organisations politiques au niveau national qui doivent faire le boulot idéologique, c'est-à-dire déconstruire la notion de compétitivité, etc., etc. Eh ben non, 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 pas du tout. C'est une grave erreur. Le combat idéologique, il doit se mener à la base, dans les départements, par les militants, qui peuvent utiliser les textes un peu longs qu'on fait au niveau national, qui peuvent en faire des réductions et les diffuser sur les listes électroniques, en faire des petits tracts, faire des petites réunions autour de ça, pour mener le débat d'idées. C'est pas compliqué. On peut le faire à un. C'est tout. Bah ouais. Un camarade, il prend un texte qui a été fait, s'il ne veut pas faire un texte lui-même, il le réduit, le réécrit à sa sauce, et il l'envoie sur la liste électronique de son département. Enfin, sur le plan pratique, c'est quoi? C'est 2 heures pour rédiger, 3 heures, admettons 4 heures, et puis le clic, c'est 15 minutes. Attendez, il faut quand même se bouger. Il faut passer par là. Il faut que dans les départements, les citoyens voient qu'il y a un parti politique qui s'exprime, qui apporte des idées, des réflexions qui peuvent être intéressantes, qui peuvent intéresser les citoyens. C'est ça, faire fonctionner un parti politique. C'est pas de croire que les têtes pensantes vont faire des papiers dans leur coin et diffuser ça national. Non, c'est le rôle de chacun sur le plan local. Si on prend la lutte politique au niveau national, j'en ai dit un mot, elle est assez simple. C'est une question de temps et d'organisation. On a le programme, ben on déroule notre programme, on fait de la communication. Tout ça, c'est de la mécanique, en quelque sorte. C'est pas très compliqué. Ça prend un peu de temps, de la patience, du soin. Il faut être méticuleux. Mais c'est pas très compliqué. Est-ce que ça se limite à l'échelle nationale? Pas du tout. La lutte politique, elle se mène à l'échelle locale. C'est quoi la lutte politique à l'échelle locale? C'est de dégager les élus qui ne nous plaisent pas déjà. Alors, on verra ça au moment de la lutte électorale, mais il faut les marquer en permanence. Exemple, là, il y a le CETA. Le CETA, le traité d'accord commercial, plus que commercial, entre l'Union européenne et le Canada. Le Parlement est appelé à ratifier le CETA au 2e semestre 2018. Ça nous laisse entre 8 et 10 mois, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça? On peut cibler les parlementaires dans chaque département. On fait la liste des parlementaires et on fait pression pour qu'ils signent un engagement à ne pas ratifier le CETA, le jour où ça passera devant le Parlement. Et on fait savoir ça à la population. Voilà des actions politiques, la lutte politique locale. Ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. Et puis, il y a d'autres choses à faire. Les déclarations du président du conseil régional, qui ne nous plaisent pas, des déclarations des politiques du président du conseil départemental, ou d'un maire, etc. Il faut s'exprimer. C'est comme ça que nous allons exister politiquement. Une force politique qui s'exprime, qui apporte des idées nouvelles, qui n'a pas peur, et qui n'a pas peur des notables locaux. Ça, c'est des choses qui sont à faire, possibles à faire, assez faciles à faire. Et puis, la lutte électorale, pour nous, c'est essentiellement au niveau local. Au niveau local, c'est d'abord les élections dans l'ordre des priorités législatives. On se concentre sur l'essentiel, les élections les plus politiques, ce sont les législatives. Ben, ça, c'est la lutte électorale. On la mène au niveau des départements. Il faut préparer ça dès maintenant. Dans 5 ans, il faut préparer, s'organiser, trouver des militants, réfléchir à la façon de faire.
désigner des candidats dès maintenant, qui vont se faire connaître de la population, des médias, par différents moyens. Donc ça, ce sont, semble-t-il, les conditions de réussite de notre projet. S'il fallait résumer en un mot, c'est de faire redescendre tout le travail qu'on a accumulé à l'échelle nationale, qu'il s'agisse du programme, qu'il s'agisse des analyses politiques ou de toutes sortes, il faut que ce soit assimilé, pris en main, pris en compte dans les départements. C'est cela qui nous fera gagner, qui nous fera avancer. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous consacrions nos efforts pour avancer dans cette direction. Donc, on voit qu'il y a un chemin politique global qui ne s'arrêtera jamais. C'est la lutte pour l'émancipation sociale et humaine. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que nous, on ne s'arrêtera jamais. Voilà, ça continue parce que ça n'a pas de fin. Et même une fois la prise du pouvoir, ça continue quand même. Il y a ça, donc ça c'est une perspective qui doit nous réjouir. Et puis l'autre élément, c'est qu'en effet, ce qui est fait ici ou là, dans le Calvados en particulier, nous montre par des exemples pratiques qu'il y a un potentiel absolument énorme, énorme de valeur. Il y a cette masse de citoyens qui s'abstiennent aux élections parce qu'ils sont dégoûtés. Aller les repêcher, c'est pas facile parce qu'il y a un écœurement, un rejet de la politique. Mais nous avons des choses différentes à dire et nous pouvons convaincre. On l'a vu d'ailleurs au moment des élections. Hein. On a eu dans beaucoup de circonscriptions des gens qui nous ont dit « Ah ben, ça faisait des années que je ne votais plus, là je vais voter pour vous ». Alors, on n'a pas eu beaucoup de voix, mais ça, si vous voulez, des réflexions comme ça, ça veut dire qu'on a touché un point sensible. Et puis, il y a une crise dans les partis politiques, dans les formes politiques. Le Front National, la portion de l'électorat Front National, la portion populaire du Front National, il y a un certain nombre de ces gens qui doivent venir chez nous. On l'a vu aussi dans le Pas-de-Calais, par exemple, avec Jean-Luc et d'autres camarades, ou y compris des militants d'ailleurs, hein, qui se sont interrogés, à cause du changement, du retournement de veste apparent du Front National sur l'euro, par exemple. Et puis à France Insoumise et dans l'électorat communiste, qui est le reste de l'électorat communiste, il y a encore des gens qui ont compris que l'Union européenne était la forme prise par le capitalisme dans l'Union européenne. Et que lutter contre le capitalisme, c'était lutter contre l'Union européenne. Il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu. Ben, ceux-là, ils n'ont aucune raison de rester au Parti communiste, ils perdent leur temps. Ils n'ont aucune raison de rester à France Insoumise, ils perdent leur temps. Il faut qu'ils viennent chez nous. On ne va pas les infiltrer, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, et puis ça ne sert à rien. Les appareils sont verrouillés. Regardez les dissidents communistes, depuis des décennies. Ils essayent de transformer le Parti communiste de l'intérieur. Mais on ne peut pas le transformer de l'intérieur. Il faut sortir, ça n'est pas possible, il faut faire autre chose. C'est les choix que nous avons faits les uns et les autres. Tout ça pour dire qu'après cette université d'automne, cette nouvelle université d'automne, nous avons des motifs qui nous réjouissent parce qu'on voit que nous avons un avenir là qui est intéressant. Donc à chacun, chacune, dans les départements, de continuer le boulot, d'amplifier le boulot. En effet, le
titre de la clôture, hein, autour de la démondialisation. Notre perspective politique, comme le nom du parti, démondialisation, elle est là. C'est-à-dire mener ce combat frontal contre cette reprise en main par les classes dominantes planétaires avec l'installation de la mondialisation néolibérale. C'est ça notre stratégie globale. Mais revenons là-dessus, on s'est déjà exprimé, mais nous allons continuer, nous allons marteler là-dessus, sur les 3 piliers de la mondialisation néolibérale. Le premier pilier, on l'a dit, redit et re-redit, c'est absolument crucial, c'est le libre-échange. L'installation du libre-échange, c'est ce qui permet de maintenir le chômage volontairement dans les pays. Il n'y a pas que ça, mais le libre-échange est un élément décisif pour maintenir le chômage, parce que le chômage, ça permet le contrôle du salariat, ça permet de rehausser les profits. Et ce combat contre le libre-échange, c'est le premier élément de la démondialisation. On va démondialiser d'abord en éliminant le libre-échange et en montrant que d'autres formes de commerce international sont possibles. Et c'est vrai qu'on y est allé un peu à la serpe ces derniers temps, mais on n'avait pas tellement le choix, parce qu'on a dit il faut du protectionnisme, etc. Bien sûr, il faut du protectionnisme, mais il faut mettre un peu de liant dans tout cela. Et il faut qu'on présente les choses de manière plus intéressante, moins brutale. Et en fait, il s'agit d'une réorganisation complète du commerce international qui ne serait plus fondée sur la guerre commerciale, mais sur la coopération commerciale entre les nations. Et que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dans ce cadre, est une organisation obsolète qu'il faut remplacer par ce qui était inclus dans la charte de la Havane de 1948, l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, qui s'appuie sur un principe de base qui est l'équilibre de la balance commerciale entre les pays. C'est simple à comprendre ça. Et que lorsqu'il y a déséquilibre, des mesures protectionnistes sont autorisées. Mais ça, tout le monde peut l'entendre. Ça ne nous fait pas apparaître comme agressifs, comme repliés sur nous, nationalistes, tout ce qu'on veut. Donc, le premier pilier de la démondialisation, et ça fait partie, mais ça c'est pour la réunion de demain des militants, hein, de la réorganisation de notre communication. Il faut qu'on trouve une façon plus souple de faire passer un certain nombre de messages. Et là, le cas est clair sur ce premier pilier de la démondialisation concernant le libre-échange. Le deuxième pilier de la mondialisation néolibérale, il faut continuer à marteler là-dessus, c'est la globalisation financière. C'est le fait que on a encore beaucoup d'explications à donner, hein, beaucoup sur le sujet. Parce que la globalisation financière ne résulte pas du tout de l'évolution naturelle du système économique capitaliste. Pas du tout. C'est une décision qui a été prise par d'abord les banquiers pour des raisons localisées à la banque. Mais c'est devenu système au bout d'un moment parce que certains ont compris que les politiques d'austérité, avec le chômage, avec les coupes dans les budgets publics, provoquaient une restriction du pouvoir d'achat des ménages et que ça entravait les profits. Parce que dès lors que les citoyens voient leurs revenus baisser, ils commandent moins aux entreprises. Et donc là, ils ont vu qu'il y avait un problème. C'est pour ça qu'ils se sont orientés vers les exportations à fond. Mais en plus, ils ont compris que la banque, la finance, permettait de créer ex nihilo du profit. Par exemple, en endettant les gens.
les gens sont étranglés financièrement, on va favoriser le crédit. Alors avec des prises de risque, bien entendu, mais tout ça c'est mesuré par les banques. Donc on crée du profit, malgré tout, avec la banque. Mais avec la finance, c'est encore pire, parce que là, ils ont réussi par les innovations financières à créer du profit en dehors de la sphère économique réelle. Bon, donc il faut qu'on explique. Et qu'on explique que le deuxième pilier de la démondialisation, ça n'est pas la régulation des marchés financiers. Ça n'est pas la taxe Tobin, la misérable taxe Tobin mise en avant par les altermondialistes. C'est le démantèlement des marchés financiers. Et le démantèlement à l'échelle nationale. Parce qu'on ne peut pas démanteler les marchés financiers à l'échelle internationale. Aucune instance internationale n'acceptera de le faire, puisque ce sont eux qui les ont mis en place. On ne peut pas demander à ceux qui ont installé le système de le démanteler. Ça n'a pas de sens. Et puis, le troisième élément de la mondialisation néolibérale, c'est la mise en place d'un réseau serré de traités internationaux s'appuyant sur des institutions supranationales comme l'OMC, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le top du top, l'Union européenne. Le top du top parce que parmi toutes ces institutions supranationales, c'est celle qui est allée le plus loin. Elle a réussi à éliminer la politique monétaire des prérogatives nationales. Et donc, ces traités internationaux mis en œuvre par des institutions multilatérales ont pour objectif, comme ça a été expliqué par Gilles et Claude, ont été mis en place pour éliminer la politique, c'est-à-dire éliminer tout choix possible, tout autre choix possible par les citoyens, toute possibilité de faire autre chose. D'ailleurs, il y a une réflexion de Juncker, peut-être que vous avez en tête, qui est révélatrice à cet égard. Voilà, il a dit, il ne peut pas y avoir de démocratie en Europe. Et il a tout à fait raison, parce que les traités européens, il y a le Parlement européen, il y a les traités européens. Mais si c'était un vrai Parlement, ce que nous ne souhaitons pas, évidemment, nous souhaitons éliminer le Parlement européen. Mais un vrai Parlement, il pourrait, si la loi, c'est le traité international, il peut modifier la loi, il peut l'abroger. Mais là, le Parlement ne peut pas, il ne peut pas toucher, personne ne peut toucher aux traités européens, sauf unanimité des pays membres. Et donc, ce système, c'est un système d'élimination de la politique. On dépolitise toute la société. On interdit aux États, aux citoyens, d'avoir les moyens de changer d'orientation. Et l'objectif, il est très simple, pas compliqué, c'est quand même très simple de faire ça pour les classes dirigeantes. Elles mettent en place des traités néolibéraux, parce que le traité de Lisbonne, c'est un précipité néolibéral, chimiquement pur. Eh bien, là, les choses sont réglées. Il y a des politiques néolibérales auxquelles on ne peut plus toucher. Voilà, c'est terminé, c'est verrouillé. Donc, le troisième élément de la démondialisation, celui sur lequel nous allons insister, c'est la stratégie que nous avons décidée au Conseil national, dont on va parler demain avec les adhérents. C'est d'insister plus particulièrement sur ce point-là, c'est-à-dire la démocratie. Parce qu'il n'y a plus de démocratie dès lors qu'il y a des traités qui s'appliquent partout, qu'on ne peut pas changer. Constitutionnalisé dans le titre 15 de la Constitution française, eh bien ça, c'est la fin de la démocratie. Il n'y a plus de démocratie. Alors, c'est bien beau tout ce qu'on nous dit d'organiser les luttes à l'échelle locale, de développer des solidarités. Oui, tout ça, il faut. Mais le succès viendra de l'articulation entre toutes ces initiatives locales et la compréhension des
grand mécanisme qui conditionne tout le reste. Et donc, nous allons insister sur la reconquête de la démocratie. Et sur cette question-là, nous pouvons non seulement faire bouger les lignes parmi les classes populaires, bien entendu, mais parmi une partie de la jeunesse, parmi des classes moyennes, intellectuelles, petite bourgeoisie, qui est sensible à un discours républicain, bon teint, sur la République, la démocratie, l'état de droit, toutes ces notions très importantes qui sont bafouées, mais qui ne sont pas vécues comme étant bafouées. Parce qu'il y a un simulacre démocratique qui demeure, avec la participation d'ailleurs de toute la classe politique, hein, qui fait semblant. Ce sont des artistes à leur manière. Donc, en effet, dans la période qui vient, avec le bouquin que sortent Claude et Gilles, et avec les forces qu'ils vont se donner et qu'on va leur aider à se donner, les forces du parti, on va développer des initiatives autour de ce point central qui est la démocratie. Voilà, la démocratie, parce que le système aujourd'hui a signé la fin de la démocratie et que ce sentiment aujourd'hui reste très vivace parmi les citoyens et que nous avons là un boulevard qui s'ouvre à nous.